Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, aussi vieille que le monde, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on fait pour contrôler le pouvoir? C'est vraiment la question fondamentale qui a sculpté nos sociétés, nos nations et même notre liberté. Voilà, c'est ça la question au cœur de tout. Comment on empêche le pouvoir de corrompre? C'est le défi, le casse-tête que des philosophes, des révolutionnaires, des législateurs, tout le monde a essayé de résoudre depuis des siècles. Comment on bâtit un système qui nous protège de nos propres travers, de la nature humaine en fait? Et là, on a Montesquieu qui met le doigt dessus avec une clarté incroyable. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est ça le truc. Ce n'est même pas une question de méchanceté ou de mauvaises intentions. Non, c'est presque mécanique. Le pouvoir, par essence, il pousse à l'abus. Et c'est justement parce que c'est une tendance naturelle qu'il est absolument crucial de trouver une solution. Alors, première partie, le pouvoir et son abus. Avant même de parler de solution, il faut qu'on se mette d'accord sur le problème, sur cet ennemi, si on veut, l'abus de pouvoir. Et attention, on pourrait croire que c'est un débat moderne, mais pas du tout. Cette quête d'une solution, c'est un casse-tête qui remonte à très très loin. C'est une énigme qui a occupé les esprits depuis des millénaires. Bon alors, d'où elle vient cette idée de diviser le pouvoir? On va remonter le temps, suivre les premières traces, les premières intuitions qui ont mené à cette solution. Cette idée, elle n'est pas apparue d'un coup. C'est une lente maturation. On a d'abord Aristote, dans la Grèce antique, qui, disons, plante la graine. Il est le premier à parler de la nécessité de séparer les fonctions de l'État. Ensuite, on fait un bond énorme dans le temps jusqu'au XIVe siècle avec Marsile de Padoue qui, lui, propose une première vraie division. D'un côté, ceux qui font la loi, une assemblée, et de l'autre, celui qui l'exécute, le prince. Et puis, étape cruciale, fin du XVIIe siècle, on a John Locke. Lui, il affine tout ça et il distingue très clairement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Là, le concept commence vraiment à ressembler à ce qu'on connaît. Mais ce qui est super intéressant, c'est que cette idée de séparation n'était pas la seule piste. Il y a eu d'autres approches. Si on regarde du côté de l'histoire arabo-musulmane, par exemple, on voit que pour limiter le pouvoir, on se basait sur d'autres principes. D'abord, bien choisir son dirigeant. Ensuite, l'importance de la consultation, la choura, où le calife devait écouter ses conseillers. Et enfin, l'idée d'un contrôle populaire, même s'il était théorique. C'est une autre logique, mais l'objectif au fond restait le même, éviter la tyrannie. Et on en arrive à notre personnage principal, celui qui va tout changer. Montesquieu, c'est lui qui va prendre toutes ces pièces du puzzle qui flottaient un peu partout et les assembler pour en faire une théorie, une théorie révolutionnaire. Alors, c'est quoi le coup de génie de Montesquieu? Regardez bien. Avant lui, on avait le modèle de Locke. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Simple, efficace. Mais Montesquieu, lui, il dit « attendez, il manque un truc essentiel ». Et il ajoute une troisième pièce, un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Et ça change absolument tout. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de faire la loi et de l'appliquer, non. Il faut aussi un pouvoir indépendant pour juger des conflits et s'assurer que la loi est bien respectée. C'est l'invention du fameux troisième pouvoir. Et donc son idée, ce n'est pas de construire des murs infranchissables entre les pouvoirs, c'est plus subtil que ça. On parle de balance des pouvoirs. Imaginez une balance, justement. L'idée, c'est de créer un système où les trois pouvoirs, législatif, exécutif, judiciaire, sont obligés de travailler ensemble, mais aussi de se surveiller, de se freiner les uns les autres. C'est un jeu d'équilibre constant. Et tout ça est résumé dans cette phrase. C'est la phrase, la clé de voûte de toute sa pensée. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est génial, non? On ne compte plus sur la vertu ou la gentillesse des dirigeants, non. On compte sur le système lui-même. C'est l'architecture du pouvoir qui empêche l'abus. C'est une solution presque mécanique à un problème très humain. Le seul rempart contre le pouvoir, c'est le pouvoir. Ok, une belle théorie, c'est bien. Mais pour que ça change le monde, il faut qu'elle sorte des livres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Voyons comment cette idée, au départ abstraite, va devenir la loi, la pierre angulaire de nos démocraties. Et le timing est parfait. L'idée de Montesquieu arrive pile au moment où les nations commencent à écrire leurs règles du jeu, les premières constitutions. Et qui saute sur l'occasion? Les tout jeunes États-Unis d'Amérique. Ils bâtissent leur gouvernement entièrement sur ce modèle. Et juste après, en France, en pleine Révolution, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le dit noir sur blanc. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Voilà, c'est dit. Ce n'est plus une option, c'est une condition absolue. Mais attention, l'histoire serait trop simple si elle s'arrêtait là. Parce qu'écrire une règle sur un bout de papier, c'est une chose, la faire respecter dans la vraie vie, c'en est une autre. Et c'est là qu'on arrive à la nuance la plus importante. Parce que,
Et c'est ça qui est fort. Montesquieu lui-même n'était pas dupe. Il savait très bien qu'une constitution, ça n'a rien d'une baguette magique. La réalité, les jeux de pouvoir, les ambitions personnelles, les crises, tout ça peut venir tordre, voire complètement court-circuiter le bel équilibre qui a été imaginé sur le papier. Au final, le seul vrai test, c'est la pratique. Et les lois ne sont jamais parfaites. Et ça nous amène à la question de fin, une question qui reste ouverte d'ailleurs. Si la Constitution ne suffit pas toujours à elle seule, alors qu'est-ce qui garantit vraiment cet équilibre du pouvoir? Qu'est-ce qui peut vraiment freiner cette soif de pouvoir? Peut-être la culture politique d'un pays? La vigilance de chacun? Des médias libres et indépendants? Finalement, cette quête d'équilibre, ce n'est peut-être pas un objectif qu'on atteint une bonne fois pour toutes, mais plutôt un combat permanent. La question reste entière.